Merci, merci mes amis. Nous allons travailler sous l'amicale contrainte d'une retransmission et je remercie les chaînes de télévision qui ont décidé de faire connaître à ceux qui veulent bien nous regarder à cet instant ce que nous sommes en train de nous dire. Mais bien sûr, je veux d'abord, au nom de tout le monde, adresser les remerciements les plus fraternels à cette équipe de bénévoles, car je voudrais rappeler qu'il n'y a pas de professionnels dans cette affaire. Ce n'est pas que je méprise les prestations des professionnels, loin de là, mais cette équipe entièrement bénévole qui, après une année aussi extraordinaire, aussi pénible, aussi dure à porter que celle que nous avons portée, avec des élections municipales, des élections européennes, et puis pour ceux qui sont ici à Grenoble, la joie de la victoire, cela va de soi, mais le poids de la responsabilité qui s'en est suivi. Je leur dis de tout cœur un grand merci, et je veux que l'on sache d'un bout à l'autre de la France que si nous faisons ce que nous faisons, cela est possible grâce à ce dévouement personnel qui fait que chacun s'implique et se donne de toute son énergie, de tout son cœur à la cause commune. Mes amis, j'adresse aussi des remerciements aux intellectuels qui ont voulu partager notre travail, qui nous ont apporté tout le fruit de leur savoir, de leurs travaux, de leurs recherches. Historiens, économistes, philosophes, poètes, musiciens. Nous avons besoin de tout cela pour être vraiment des êtres humains accomplis. Et c'est pourquoi mon cœur se tourne vers ceux des nôtres qui sont absents, et en particulier notre éditeur Bruno Le Prince, notre ami et notre camarade, qui en venant ici a perdu la vie. Eh bien, il en est ici, l'esprit est toujours le plus fort. Et l'esprit se transmet. Et sa vision qui porte loin illumine les cœurs et les esprits, en sorte que jamais, jamais le fil que nous portons ne sera rompu dans l'histoire. Et en tout cas, par moi, moins que par n'importe quel autre. Non, je ne pars pas en retraite. Je suis un être humain doté d'un cerveau sous ses cheveux. Et avec ce cerveau, j'ai assez appris de la vie pour savoir que parfois, à l'issue de la mêlée, il faut savoir prendre du recul. J'ai pris du recul, quelle nouvelle! Et on m'a déclaré en retraite et dépressif. Je ne le suis pas. Je n'en dirai rien, car après tout, il y a déjà longtemps que j'ai pu mesurer à quel point l'industrie de l'information et du spectacle avait fusionné profondément. Néanmoins, je me permets un peu ironiquement de dire que j'ai été fort surpris de découvrir tant de pages consacrées à mon blues et à mes états d'âme, alors que d'habitude, je n'ai droit à rien quant à mes idées. Si l'on voulait bien se préoccuper davantage de mes idées et moins de ma personne, comme je serais content et comme vous-même vous le seriez. Et enfin, je ne peux manquer de m'amuser d'apprendre de l'aveu du rédacteur en chef du site internet Hexagone, auquel j'avais donné une interview d'1 heure, qui en avait tiré une bande son et une bande écrite, que ceux qui ont commenté mes états d'âme, vous savez que l'avantage d'Internet, c'est que ceux qui ouvrent savent à qui. Et par conséquent, tout le monde sait qui a consulté et qui n'a pas consulté l'interview. N'est-il pas frappant que ceux qui m'ont commenté ne m'aient ni écouté ni lu? Eh bien, ainsi, vous découvrez une autre forme de pratique de l'information qui consiste non pas à donner à connaître, mais à inventer l'information. Pourquoi pas? Moi, j'ai toujours été ami de la poésie. Mais je voudrais que l'on aille à d'autres qu'à moi pour cet exercice. D'autant que je crois que nos idées, je ne veux pas dire impunément mes idées, ce sont les nôtres, ont fait leur chemin. Et d'abord, le constat politique que nous avions fait, l'indication, oserais-je dire l'injonction que nous faisions, s'est trouvée entièrement vérifiée par les faits. Les politiques dites d'austérité, que les scrognonieux de toute l'Europe nous vendent comme le prix d'un courage qu'ils ne s'appliquent d'ailleurs rarement à eux-mêmes, sont en fait une obstination aveuglée dont le seul but est de faire en sorte que les comptes des grands établissements bancaires du vieux continent restent en ordre et en équilibre. Et pour le reste, l'immense souffrance humaine qui s'accumule leur indiffère. Je suis obligé de souligner que nous avons eu raison quand nous avons dit que ce n'est pas une politique de faire des coupes budgétaires,
qu'en réduisant la présence de l'État dans la société, en désorganisant les administrations publiques par des coupes sauvages, en réduisant sans cesse la masse de la liquidité qui est mise en circulation par la consommation populaire, en réduisant les investissements qui résultent de l'incapacité qu'ont les collectivités locales à intervenir puisque leurs budgets sont en régression. On ne fait rien d'autre que de creuser le déficit, puisque l'on ralentit l'activité, donc on diminue la ressource fiscale, on augmente le chômage, donc on diminue tout ce que le travail de chacun peut apporter de richesse à tous. Eh bien, c'est ce pronostic, hélas, hélas, 1000 fois hélas, qui s'est vérifié. Et c'est cela qui maintenant conduit à cette situation inouïe que je vais décrire dans un instant, qui est le paysage politique auquel vous êtes confrontés, vous autres citoyens dignes et humbles, qui vous donnez le mal de penser à l'avenir de votre pays et qui voyez ces gesticulations sans signification qui se déroulent sur le devant de la scène politique. Mais le peuple a été consulté. La société française a été assommée et mise à contribution d'une manière inouïe, comme jamais elle ne l'avait été. Un plan d'austérité qui, au total, transvase 90 milliards de l'économie réelle des biens de chaque Français vers la petite caste prétentieuse et arrogante qui prétend savoir mieux que tout le monde comment l'économie de la patrie peut se développer et qui, au bout du compte, à peine 6 mois après qu'aient commencé les versements de l'État vers leurs poches, n'ont montré qu'une chose: l'investissement dans notre pays a reculé, c'est-à-dire la projection sur le futur, les machines à changer. Rien n'a été fait, mais cependant, ils ont augmenté la part qu'ils se sont versés par les profits et des dividendes de 30%. Quelle impudence scandaleuse! Il faut qu'il y en ait qui portent haut et fort cette parole. Regardez, Français, pendant que vous souffrez, pendant que vous vous acharnez au travail, regardez, eux se gavent, vous méprisent, vous ignorent, et alors que vous avez fait un geste si puissant dans la direction de ce dont on vous avait dit que votre avenir était dans leurs mains, eux ont saisi ce que vous avez donné pour le mettre dans leur poche. C'est une honte. Le peuple a parlé. 2 élections ont eu lieu. Le peuple a parlé. Eh bien, moi, je ne suis pas un homme politique comme les autres. Et vous n'êtes pas des citoyens comme les autres. Lorsqu'un tel désastre s'avance, je ne passe pas ma soirée à faire des commentaires sur la victoire que je serais censé avoir remportée. Je pourrais, comme un petit boutiquier, avoir dit le soir des élections municipales: je suis heureux parce qu'à Grenoble, nous avons fait la démonstration que notre ligne était la bonne. J'aurais pu dire le soir des élections européennes: oui, j'ai eu un meilleur score dans ma circonscription que la fois d'avant. Oui, nous sommes la seule force de gauche qui n'a pas reculé en voix au milieu de toutes les autres. Mais c'eût été indigne de penser le futur de cette façon, à partir de sa boutique, sa popote, son petit supermarché politique, où l'on range les rayons d'une manière ou d'une autre pour les rendre plus affriolants aux consommateurs. Non. Il fallait montrer ce que nous ressentions, la peine, le chagrin de voir la France, notre bien-aimée, montrer de cette façon et présenter ce visage au monde. 60% d'abstention. C'est-à-dire le peuple qui massivement fait une insurrection froide et revenant peut-être à ce qui s'est passé en l'an 400 avant notre ère, lorsque le peuple décide de ne plus participer à rien et se retire sur l'Aventin jusqu'à ce que les patriciens cèdent et finissent par lui reconnaître le plus important, c'est-à-dire le pouvoir et en particulier le droit de veto sur les décisions que les puissants prenaient. 60% d'abstention, alors que sur tous les tons, des médias parfois fort complaisants avaient mis en scène la poussée de l'extrême droite, l'avaient annoncé et, pour ainsi dire, encouragé et même cajolé. Et le peuple français s'est dit: eh bien, puisque c'est comme ça, nous ne nous en mêlons pas, débrouillez-vous. Si bien que le peuple, se mettant en grève civique, a laissé l'extrême droite s'installer en tête de la représentation politique de notre pays.
et devant un événement d'une portée pareille. Aucun faux-semblant n'est acceptable. Il faut d'abord montrer, avec autant d'énergie qu'on le peut, qu'aucun d'entre nous n'acceptera que continue ce jeu glauque, pervers et dangereux pour la République, qui consiste à encourager l'extrême droite, à faciliter sa percée en rêvant d'un deuxième tour aux élections présidentielles où qui que ce soit qui se trouverait en face serait élu automatiquement sans avoir besoin de rien dire ni de rien faire. Il y en a par-dessus la tête du vote utile et du chantage qui nous prend pour des animaux alors que nous sommes équipés d'un cerveau. La leçon, il faut l'entendre. On me dit, à vous autres, du parti de gauche, vous devez enfin comprendre qu'il faut rassembler la gauche. Je veux vous dire que si nous suivions ce conseil, nous aggraverions le mal. Pourquoi? Nous n'avons aucune intention de nous rassembler avec Manuel Valls et M. Hollande, ni aujourd'hui, ni demain. Parce que ce n'est pas leur personne qui est en cause, c'est leur politique. Leur politique a conduit d'ores et déjà à un désastre civique. Ce qui s'est passé aux élections européennes est d'une gravité exceptionnelle, dont l'entière responsabilité revient au président de la République et à Manuel Valls. Non seulement pour avoir mis en place cette politique qui ne mène nulle part, sinon qu'à la souffrance, à la destruction, des grandes et des petites choses. Les petites choses qui font le bonheur de tous les jours. La possibilité de prévoir qu'on part en vacances et puis de devoir constater qu'on ne peut pas partir en vacances. Prévoir l'année qui vient et soudain se voir fauché dans ses projets parce que le chômage est là. Il l'est comme jamais. 5 millions de chômeurs, puisque vous savez qu'il retire des statistiques ceux qui ont travaillé 72 heures dans un mois. Savez-vous, mesdames, messieurs les puissants, ce que rapporte 72 heures au SMIC? Croyez-vous qu'on puisse vivre de cela? Croyez-vous qu'on puisse organiser sa vie de famille, élever ses enfants dans la dignité avec de tels moyens? Eh bien pourtant, des millions de nos compatriotes aujourd'hui s'efforcent de le faire avec si peu de moyens. Mais eux sont indifférents à tout cela, si bien qu'ils ne peuvent rien comprendre à la colère du grand nombre. Non seulement cette politique irresponsable qui nous mène dans le mur, mais cette manière inouïe de vous regarder dans les yeux pour vous dire, eh bien, dorénavant, ça sera comme auparavant. Et voilà pourquoi, quoi que vous votiez, ils s'en fichent. Quel est le régime absurde qui rend possible une telle attitude que même les monarques n'avaient pas sous l'Ancien Régime? Et quand ils l'avaient, ils leur en cuisaient. Eh bien, il va leur en cuire. C'est le souhait que je fais. Mais les critiques que j'ai adressées en votre nom, qui si souvent m'ont valu qu'on me jette tant de pierres, ou que l'on dénonce mon ton excessif, mes manières trop brutales, car dans ce monde-là, voyez-vous, on doit parler à mi-voix, sans bouger trop les traits. Il ne faut pas être trop méditerranéen dans leur monde. Et maintenant, voici que la critique vient de l'intérieur, si bien que nous avons le paysage suivant. Le président de la République s'est engagé sur un programme et il vous dit ouvertement qu'il n'en tiendra pas une ligne. Vous le sanctionnez, il vous dit qu'il a très bien reçu le message, la preuve, il va continuer. Et il en choisit un pire que l'autre. Après quoi, vous dites, eh bien, si c'est comme ça, nous nous en allons. La majorité gouvernementale a explosé. Les Verts ont quitté le gouvernement. 40 députés n'ont pas voté la confiance au Premier ministre. Toute une série d'entre eux n'ont pas voté le budget. Et ainsi va la France. 40 députés ne refusent la confiance, mais il ne se passe rien. Et ce sont des députés de la majorité. La moitié de la coalition fiche le camp, que se passe-t-il? Rien.
Le chômage explose, que va-t-il faire? Rien non plus. C'est-à-dire la même chose qu'avant. Il a donc divisé la gauche, divisé sa majorité, et maintenant, voici qu'il aura réussi à diviser son gouvernement. Madame Duflot a-t-elle dit autre chose de l'intérieur que ce que nous disions de l'extérieur? Mais c'est ici, même à Grenoble, il y a tantôt 2 ans, que vous avez crié tous en cadence « Pas de muselière » et nous en sommes fiers. Eh bien, Madame Duflot a retiré sa muselière, nous la félicitons. Comme je ne voudrais surtout pas qu'on dise que je suis revenu à mes excès de langage, puisque, paraît-il, dire la vérité est excessif. Je vais me contenter de dire à propos de François Hollande juste ce que disent ses amis, ministres actuels ou anciens. Voici ce que dit Cécile Duflot. Il n'a su être le président de personne. En effet, on n'en est pas loin. Ce n'est pas une question de tempérament, c'est la conséquence d'une succession de choix souvent inattendus et, parfois, elle est aimable, incohérents entre eux. Elle ajoute que le récit de la lutte sans fin contre la dette est un discours d'affichage non suivi d'effet. En effet, si vous réduisez la dépense publique et que vous coupez, forcément la dette va augmenter. On devait tenir le 3% de déficit, on ne l'a pas fait. François Hollande passe son temps à fixer des objectifs qu'il ne peut pas tenir. L'effet, dit-elle, elle, pas nous qui sommes plus modérés, est dévastateur. Là-dessus, voici maintenant 2 ministres, et non des moindres, qui vont se réunir cet après-midi pour tailler en pièces la politique du gouvernement auquel ils participent. Notamment le ministre de l'économie, qui lui a dit « Aujourd'hui, la réduction à marche forcée des déficits est une aberration économique. » Vous voyez, ce n'est pas moi qui parle, ce serait excessif. Là, c'est modéré. Car elle aggrave le chômage. Une absurdité financière car elle rend impossible le rétablissement des comptes publics. Et un sinistre politique car elle jette les Européens dans les bras des partis extrémistes. Par conséquent, il accuse la politique du Premier ministre du gouvernement dont il est membre d'aggraver le chômage, d'être une absurdité financière, de rendre impossible le redressement des comptes publics, de jeter les Français dans les bras des extrémistes, et il qualifie la politique du président de la République de sinistre politique. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute à ça, moi? Et même, triomphe total, que je savoure avec gourmandise, le quotidien du Parti socialiste Libération et son hebdomadaire Le Nouvel Observateur, qui, après m'avoir couvert d'opprobre, se convertit enfin à son métier, c'est-à-dire observer les faits et en rendre compte. Si bien que voici M. Geoffrin, qui est le pape du socialisme modéré et l'organisateur du bal. Voici ce qu'il dit, cet homme. Une saine colère populaire sanctionnera un jour la politique aberrante, imposée depuis bientôt 7 ans, mais que ne l'aviez-vous dit plus tôt, par la classe dirigeante européenne. 7 ans d'austérité, 7 ans de malheur. Et maintenant, écoutez ça, c'est du pur mélenchonisme, c'est dire la violence de la conversion. Moi, je ne parle plus comme ça, je trouve ça trop... vous allez voir. Il dit, Laurent Geoffrin, par dogmatisme, par avidité, l'oligarchie continentale a passé outre, jugeant que les intérêts de la finance, c'est-à-dire les siens, devaient l'emporter sur ceux du peuple.
Alors, vous voyez que c'est pas vrai que le parti de gauche est hostile aux journalistes, nous les acclamons. Ah, mes amis, vous voyez pourquoi j'ai commencé par dire à quel point nous avons besoin d'éducation, d'élever le niveau de conscience, et d'abord le nôtre même. Il faut avoir les nerfs, la patience, mais jamais renoncer au travail intellectuel qui nous permet de voir juste dans la confusion des faits. Car l'heure vient toujours où la lumière est plus forte que l'ombre, où l'idée avance, passant d'un cerveau à l'autre et jusqu'au plus réticent, comme vous le voyez. Pour ne rien dire de ceux qui, n'ayant jamais eu de cerveau, n'ont pas changé d'avis. Je le dis parce que tel n'est pas notre cas. On me dit rassembler la gauche. J'ai dit je ne crois pas que ce soit la bonne idée. Alors, que faut-il faire? Car si nous ne faisons rien, si nous nous contentons de faire notre petite soupe et que nous allons d'un colloque à l'autre, parmi ceux qui pensent un peu comme nous, qui ne votent pas comme nous dans les assemblées, mais quand même, et celui-ci, et celle-là, si sympathique, c'est vrai. Que faisons-nous? Rien. Absolument rien. Nous étalons le spectacle de l'impuissance et de l'incapacité à penser le futur. Nous étalons le spectacle de gens qui ne sont bons qu'à parler. La question, ça n'est pas de parler, c'est d'agir. Et si on parle, il faut que la parole soit une action. Et c'est ce que j'essaye de faire en ce moment, en m'adressant à vous et à ceux qui nous écoutent. Mon discours n'est pas celui d'un homme qui se met à la retraite ni qui est déprimé. C'est un appel au combat. Peuple français, il faut te mêler de cette affaire. Il faut te mêler de cette affaire. Car sinon, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Alors évidemment, chez vous, parmi vous, il y a tant de naïfs. Comme je m'inquiète. Où est passée ma fiche? Voilà. Il pourrait se passer quelque chose de surprenant. Que François Hollande tienne une de ses promesses. Événement qui serait d'une portée considérable. Ou qu'il respecte sa propre pensée. Je ne veux pas lui suggérer, mais je veux juste lui rappeler qu'en 2006, dans son livre « Devoir de vérité », Devoir de vérité, hein, écrit avec Edoui Plenel, voici ce qu'il disait. « Je préconise un exercice de vérification démocratique au milieu de la législature. Si, d'aventure, à l'occasion de cette vérification, une crise profonde se produisait, ou des élections intervenaient contredisant l'élection présidentielle, nous en tirerions toutes les conséquences en quittant la présidence. » Bon. Compte tenu de ce que nous savons, il est vraisemblable qu'on va titrer partout que j'appelle à la démission de François Hollande. Mais vous, qui êtes plus subtil, vous avez entendu que je vous ai rappelé que François Hollande envisageait la démission du titulaire de la fonction, pas moi. Hein. Mais allons au bout de cette affaire. Si nous disions que notre projet est de rassembler la gauche, ce serait une formule creuse qui ferait plaisir à la génération de ceux qui ont connu les efforts pour la rassembler. Mais c'était sur une ligne de rupture. Et ce n'est pas moi qui vais vous dire il ne faut rassembler personne. Enfin, quand même, nous en avons rassemblé 4 millions dans une élection. Et puis surtout, nous avons rassemblé la plus grande partie de l'autre gauche. Je dis la plus grande partie dans le respect pour ceux qui n'ont pas voulu, mais qui voudront peut-être la prochaine fois se joindre à nos efforts. Par conséquent, ce n'est pas nous qui allons défaire le front de gauche, mes amis. C'est nous qui l'avons créé. C'est notre œuvre. Je vous rappelle qu'il a fallu du temps pour que l'idée du front de gauche avance assez pour être acceptée. Mais ce n'était pas le cas au début, je vous rappelle qu'on faisait semblant.
Vous le savez bien, vous autres. Le Front de gauche est une réalité, c'est un point d'appui. Pour des milliers de gens, c'est l'unique bien commun qu'ils ont. Ils n'appartiennent à aucun parti, ni ils sont parti communiste, ni ils sont parti de gauche, ils ne sont à aucun parti. Pour eux, leur repère, c'est le Front de gauche. Ils se disent Front de gauche, ils vont voter Front de gauche, ils ont des drapeaux Front de gauche. C'est leur espoir. On ne va pas leur dire tout ça est fini. Non, il y a une discussion. Il faut être grand garçon, grande fille. Il faut accepter qu'il y ait des discussions. Il ne faut pas faire que chaque fois qu'on a une discussion sérieuse, on dise c'est une bisbille, c'est une querelle de chefs. Mais chefs de quoi? S'il vous plaît. Ou c'est une lutte pour les places. Quelle place? Jusqu'à la victoire, il n'y aura que des coups à prendre. Je préviens tout le monde. Par conséquent, ceux qui se seraient trompés, seraient venus pour des places, se sont trompés de porte. Il n'y a que des coups à prendre. C'est la lutte. Il n'y a pas de lutte de place. À plus forte raison dans notre petit parti, c'est pas ça le sujet. Respecter la dignité d'un débat politique. Nous sommes dans une situation dangereuse. Il est important de discuter avec sérieux, jusqu'au bout, des questions de la stratégie. Nous avons eu cette discussion aux élections municipales. Ce n'est pas se complaire dans la dispute, c'est essayer d'en tirer l'enseignement. Mes amis, le problème qui nous est posé n'est pas de rassembler la gauche, c'est de fédérer le peuple. Car le peuple, à l'heure actuelle, le peuple se désintéresse de la gauche et de la droite. Ce que vous entendez tous les jours autour de vous, qui vous fait saigner le cœur, c'est quand on vous dit la gauche et la droite, c'est pareil. Parce que vous savez ce qui nous en a coûté d'être de gauche, fidèles à nos valeurs, dans nos communes, dans nos entreprises. Et cette ignominie qui consiste à être assimilé à François Hollande, c'est à lui que nous la devons. Non, nous continuons à être les héritiers de cette tradition. Nous sommes les héritiers de la gauche. Nous n'en sommes pas les gestionnaires. Et maintenant, il s'agit de projeter l'ambition à un autre niveau, en sachant par où commencer. Si nous ne faisons rien en 2017, prochaine élection présidentielle, si François Hollande ne s'en va pas avant, comme il avait imaginé de le faire dès 2006. S'il ne s'en va pas avant, il y aura une élection. Alors ça suffit l'hypocrisie qui consiste à dire « je ne m'occupe pas des élections ». Eh bien, en démocratie, on doit s'occuper des élections. Et c'est un devoir de penser à ce qui va se passer. Parce que le cycle de 5 ans est très court. Il faut penser à ce qu'on va faire. Parce que dites, ça va déjà être assez pénible de supporter ça encore 2 ans et demi, avec des gens qui se battent comme s'ils étaient seuls au monde pour allonger l'âge de départ à la retraite. Alors Nicolas Sarkozy avait dit 62 ans, François Hollande met ça à 66 ans, arrive M. Fillon, M. Juppé, tous les autres de l'UMP. Ah ben ceux-là, ils ont trouvé encore plus loin, 65 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont comme idée à proposer à la France? Encore plus de coupes budgétaires. C'est-à-dire la même chose. Parce qu'ils font entre eux une espèce d'escalade pour savoir lequel va être le plus crogneux, le plus coupeur de budget, le plus coupeur d'avantages sociaux. Que va-t-il se passer? Alors, il pourrait se passer ce qui s'est passé aux européennes. C'est-à-dire que ne voyant rien venir qui puisse changer le cours de la vie, une masse immense du peuple dit « nous nous en désintéressons ». C'est pourquoi je dis notre projet n'est pas de rassembler notre famille politique, mais de fédérer le grand nombre. Comment pouvons-nous faire? Par quel bout commencer? Eh bien, le bout le plus important, c'est celui qui consiste à dire « prenez le pouvoir ». On ne peut régler aucun des problèmes de notre temps sans la participation populaire de masse. Le régime de la monarchie présidentielle ne peut plus durer. C'est une aberration qui écarte de la scène politique des millions de personnes. Il faut reprendre le pouvoir pour décider ce qu'on fait de notre vie, pour décider nous-mêmes si, oui ou non, on décide de supprimer les communes, les départements, l'essentiel des régions qu'on connaît aujourd'hui, pour décider quels sont les droits qui sont reconnus au peuple. C'est le moment de le faire. Est-ce que nous sommes vraiment tous égaux? Est-ce que vraiment nous avons un devoir de solidarité? Ou bien est-ce que nous décidons que la règle de vie, c'est chacun pour soi?
comme l'impose le régime néolibéral, eh bien les Français pourraient décider que c'est chacun pour soi, mais que du moins on puisse avoir cette discussion et qu'on puisse trancher. Pour ça, il faut changer la règle du jeu. Il faut changer la règle du jeu, c'est-à-dire la Constitution. Qu'on ne vienne pas me dire que c'est une question trop technique, où vous avez vu, on me reproche d'être trop intellectuel pour le peuple. Parce que ceux qui parlent méprisent tellement les gens qu'ils les prennent pour des buses. Ils pensent que les Français ne comprennent pas les grands sujets. C'est le peuple le plus politique du monde que le peuple français. Il comprend tout, tout. Il n'y a aucun sujet qui est hors de sa portée. Il faut changer la règle du jeu. C'est le plus grand commun dénominateur que nous pouvons avoir avec tous les Français, toutes les Françaises, quelle que soit leur opinion, de leur dire maintenant le moment est venu de faire nous-mêmes ce qui a été fait sans cesse sans nous. La Constitution de la Ve République, qui n'a plus de Ve République que le nom, a été changée 20 fois, 21 je crois même, dont les 18 dernières fois sans l'avis du peuple français. Ça suffit de ces méthodes-là. Il est temps d'en passer à une autre étape où le peuple, se saisissant de lui-même pour se définir, dire quels sont ses droits, quelle est l'organisation des pouvoirs publics, devient le maître et le souverain dans sa propre patrie. Voilà pourquoi nous avons changé notre dispositif, non parce que je serais déprimé, ni parce que Martine Billard en aurait marre de la tâche qu'elle accomplissait avec tant de brio, mais parce qu'il faut adapter sans cesse la forme de l'organisation à la forme du combat politique. Nous ne gérons pas une bureaucratie. Le parti de gauche est un instrument de combat et rien d'autre. Et ni elle ni moi n'avons de plan de carrière. C'est fait. Merci. Donc ce n'est pas le sujet pour nous. Le sujet, c'est sortir de la nasse. Pas nous, personnellement. Sortir le pays de la nasse. La France doit mettre sa puissance, celle de son peuple éduqué, celle de ses moyens matériels gigantesques, au service des grands défis qui accablent la civilisation humaine. Ça va mal tourner si on laisse faire. Ça va mal tourner en Europe parce que le risque de la guerre généralisée existe, du fait de l'irresponsabilité, de la politique agressive des États-Unis d'Amérique qui ont étendu l'OTAN et son armada jusqu'aux frontières de la Russie et s'étonnent que celle-ci ne se laisse pas faire, provoquant une escalade que l'on n'avait pas connue du temps où c'était l'Union soviétique et qu'on est en train de connaître aujourd'hui depuis que, paraît-il, c'est le paradis démocratique en Russie. Faut-il être stupide pour aller soutenir un gouvernement dans lequel il y a des nazis? C'est une aberration. Ce n'est pas la politique de la France de faire ça. La politique de la France, c'est de s'avancer sur la scène, de parler aux Russes et de leur dire bien quelles sont les conditions auxquelles vous seriez prêts à souscrire du moment que votre sécurité serait garantie pour que les peuples qui se trouvent dans cette région du monde, eux aussi, aient le droit à s'autodéterminer. C'est une discussion où on met la vérité sur la table. Quelle autre méthode que celle du dialogue? La force et la violence. Nous sommes pour le dialogue, contre la guerre, contre la violence, contre les néo-nazis dans les gouvernements, de la même manière que nous sommes pour les gouvernements qui envahissent leurs voisins. Eh bien, où est passée la communauté internationale pendant ce temps? Où est-elle passée pendant qu'était martyrisée la population de Gaza? Je veux dire mes félicitations. Je veux dire mes félicitations à la jeunesse de ma patrie qui a su se mobiliser en défense des malheureux victimes de crimes de guerre à Gaza. Ils l'ont fait avec une discipline parfaite, alors que de tous côtés on les poussait aux excès. Ils ont su se tenir dignes et incarner mieux que personne les valeurs fondatrices de la République française. Ces valeurs sont que nous sommes toujours du côté du faible et de l'humilié, parce que nos valeurs, c'est liberté, égalité, fraternité, pas la paix aux uns, la guerre aux autres. Nous ne croyons pas au peuple supérieur aux autres. Nous croyons que les droits de tous les êtres humains sont égaux. Ceux qui ont incarné la France républicaine, c'est ceux qui défendaient en fidélité à la mémoire du passé, où déjà nous avons vu des petites communautés humaines être massacrées du seul fait
de leur appartenance à une communauté, en fidélité à ces combats du passé, en fidélité au souvenir des meurtres de masse qui ont été commis dans le passé, en fidélité, nous nous sommes portés aux avant-postes, oui, du soutien à cette malheureuse population. Et nous avons dénoncé les crimes commis contre elle. Et nous avons le cœur soulevé de dégoût de voir des écoles bombardées, des hôpitaux détruits, des ports, des aéroports, et tous les moyens qui permettraient à cette population de se redéployer vers le futur. Oui, nous le dénonçons. Oui, nous le dénonçons. Nous n'avons peur de personne. N'essayez pas de nous faire baisser les yeux. Peine perdue. Si nous avons quelque chose à dénoncer, c'est ceux de nos compatriotes qui ont cru bien inspirés d'aller manifester devant l'ambassade d'un pays étranger ou d'aller servir sous ses couleurs les armes à la main. Si nous avons quelque chose à dénoncer, c'est cela. La France a un devoir de militer pour la paix. Elle doit s'engager de toute sa force pour la paix et non pas voter des blancs-seings à la violence et à la brutalité. Nous ne baisserons pas les yeux. Je voudrais dire aux CRIF que ça commence à bien faire. Les balayages avec le rayon paralysant qui consiste à traiter tout le monde d'antisémite dès qu'on a l'audace de critiquer l'action d'un gouvernement. Il y aurait donc un seul et unique gouvernement au monde, qu'il soit de gauche ou d'extrême droite, qu'aucun d'entre nous n'aurait le droit de critiquer sans être aussitôt accusé de racisme. C'est insupportable. Nous en avons assez, je veux vous le dire. J'en ai assez de voir que vous m'accusiez d'antisémitisme. J'en ai assez de voir que vous écrivez dans vos documents que le parti de gauche aurait manifesté sa haine de l'Occident, s'il vous plaît, des Juifs, incroyable. Mais vous savez qui est là? Vous savez qui parle à ces tribunes? Et enfin, pour terminer, de la République. Non! La République, c'est le contraire des communautés agressives qui font la leçon au reste du pays. La patrie est à égalité à tous ses membres, tous ses enfants. Nous ne permettrons pas qu'à la faveur de quelques excès, de quelques énergumènes, tous les musulmans de France soient montrés du doigt, de la même manière que nous n'avons jamais permis qu'on montre du doigt les juifs, les catholiques, les protestants, ni surtout la masse de ceux qui n'ont aucune religion et demandent aux autres de bien vouloir leur fiche la paix un moment. Pourquoi la France doit-elle se ressaisir? Parce que, je viens de le dire, on voit que la puissance dominante, les États-Unis d'Amérique, qui ont des raisons très profondes de craindre le futur, c'est-à-dire le moment où le dollar cesserait d'être la monnaie de réserve universelle et que viendrait à se percer d'un seul coup la bulle de ces milliards de dollars qui circulent et qui servent aux transactions internationales. C'est de ça dont ils ont peur. Et c'est pourquoi ils préféreraient la guerre généralisée à une paix qui viendrait à mettre en cause leur hégémonie et leur empire. Le dire, ce n'est pas être belliqueux avec les belliqueux, contre les belliqueux. C'est dire la vérité de ce qui est en cours. Les États-Unis d'Amérique sont préoccupés d'avoir vu surgir, dans la zone où se produit le 25% de la richesse du monde, l'Europe, une monnaie commune qui pouvait contrebattre sa puissance. Ils en étaient là, cherchant à affaiblir l'économie européenne de toutes les manières possibles. Et ils y sont parvenus, y compris avec cette politique absurde de sanctions économiques contre la Russie, dont les premières victimes sont les pays européens. Et ils pensaient, par ce moyen de la pression, intimider ces puissances émergentes que l'on voit dans le monde. Eh bien, cet été, il s'est produit un grand événement, un très grand événement, passé inaperçu. Les pays que l'on nomme BRICS, c'est-à-dire le Brésil, l'Inde, la Russie, la Chine et l'Afrique du Sud, qui représentent presque 50% du total de l'humanité et 28% de la richesse totale du monde, mais la richesse réelle, car dans la richesse, on compte les maniements de monnaie qui n'ont aucune contrepartie matérielle, qui produisent donc bien plus si l'on regarde ce que les êtres humains consomment et utilisent. Eh bien, ces 5 pays ont décidé de constituer l'équivalent du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Si bien que, ce jour-là, à Fortaleza, au Brésil, les États-Unis d'Amérique viennent de perdre pour la 2e fois un de ces instruments les plus puissants qu'est le FMI et la Banque mondiale.
C'est pourquoi le monde est en danger. Comment la grande puissance va-t-elle réagir? Et nous devons plus que jamais être la France qui porte une parole de paix, d'égalité, une nouvelle alliance mondiale, altermondialiste, c'est-à-dire pour un autre ordre du monde, qui permette à notre pays de faire valoir ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire présent sur les 5 continents, ou en tout cas dans les mers qui servent les 5 continents. Notre pays qui a sa plus longue frontière commune avec le Brésil, et qui, de toutes les façons possibles, partage avec les BRIC davantage qu'avec les États-Unis d'Amérique. Notamment la passion du futur, le goût de régler les problèmes du quotidien, et ainsi de suite, mais par-dessus tout, l'idée de l'égalité. Voilà ce que la France devrait être en train de faire à cette heure. Une France indépendante, une France souveraine, une France qui n'est pas à la remorque des États-Unis d'Amérique, où l'on ne voit pas son monarque qui décide tout seul, un mois après avoir été élu, d'aller signer à Chicago un texte inepte où il donne à l'OTAN le système de la dissuasion nucléaire française et la démantèle. Mes amis, mes camarades, vous pensez ce que vous voulez de la dissuasion, mais la chose la plus incroyable n'est-il pas que le président de la République, en signant son accord pour qu'il y ait des batteries antimissiles nord-américaines en Europe, décide que dorénavant les Français accepteraient des agressions partielles sans que la réplique soit totale. Mes amis, c'est la fin de la dissuasion. On n'en a pas parlé une seconde dans ce pays, n'est-ce pas incroyable? Mais par-dessus tout, il faut que j'aille à ce qui est le plus important, le plus fondamental, notre responsabilité d'être humain. Notre responsabilité d'être humain. Maintenant, nous comprenons tragiquement que nous sommes tous semblables, puisque nous dépendons tous du même écosystème, le seul qui permette notre vie. Ainsi, l'intuition des biens communs, du communisme, du socialisme qui dit c'est avec les autres qu'on se débrouille, du républicanisme qui dit c'est tous ensemble qu'il faut penser ce qui est bon pour tous, est confirmée. Mais il ne faudrait pas que ce soit confirmé juste avant le désastre total. Mes amis, cette année, ça tombe toujours au mois d'août maintenant. Depuis le 19 août, date de rose mémoire, il se trouve que notre Terre est entrée en dette écologique. C'est-à-dire que dorénavant, nous consommons et nous jetons plus que ce que la planète peut recycler ou reproduire. C'est une tragédie. L'arrivée du jour du remplacement est de plus en plus éloignée dans l'année. Dans les années 70, c'était à la mi-décembre. Maintenant, nous en sommes à la mi-août. Et la conséquence, vous la voyez, ce productivisme effréné a une conséquence sur le dérèglement du climat. Savez-vous que cet été s'est tenu un congrès de météorologistes et que ceux-ci nous disent de la manière la plus claire qui est. Dorénavant, le changement climatique est commencé. Ce n'est pas une menace, quelque chose qui pourrait se produire. Non, c'est quelque chose qui est commencé. Et les effets du changement climatique ne sont pas proportionnels au niveau du réchauffement. C'est-à-dire que les conséquences sont 1000 fois plus étendues que le degré de réchauffement. Chaque fois que l'atmosphère se réchauffe d'1 degré, l'évaporation progresse de 7 points. Cela signifie que le mouvement de l'eau vers l'air, puis de l'eau dans l'air vers l'eau, s'accélère, et ce cycle s'accélère, provoquant des événements climatiques extrêmes. Ah, ceux qui disent après nous le déluge ne croient pas si bien dire. Il va beaucoup pleuvoir, lamentablement au même endroit, tandis que d'autres n'en verront plus la couleur. Nous sommes entrés dans ce cycle. Eh bien, dans ce cycle, il faut que l'on ouvre une issue. D'abord, l'implication citoyenne. En 2015, il y aura un sommet sur le climat en France. Françaises, Français, je vous appelle à vous impliquer dans les débats que les associations, les partis, les organisations vont lancer, pour que vous preniez pleinement conscience de ce qui est en train de se faire. Nous ne pouvons pas agir si tout le monde ne comprend pas bien ce qui est en cause. Car souvent, les gens ne comprennent pas de quoi il est question et pourquoi les événements pourraient être extrêmes. Voyez-vous, cette réunion des météorologues dit autrefois les marins croisaient de manière exceptionnelle des vagues de 20 mètres. Aujourd'hui, les marins croisent d'une façon moins exceptionnelle des vagues de 40 mètres. Mes chers amis, des vagues, il y en a toujours eu.
des tremblements de terre, il y en a toujours eu. Des tsunamis, il y en a toujours eu. Mais autrefois, les vagues du tsunami passaient sur des cabanes de pêcheurs. Dorénavant, elles passent sur des centrales nucléaires. 75% de la population du monde habite à moins de 100 km d'une côte. Si la mer monte d'1,40 m, comme on le prévoit d'ici à la fin du siècle, dans les évaluations optimistes, cela signifie que 200 millions de personnes vont devoir se déplacer, sans oublier les installations qui vont avec. Voilà le défi qui est lancé à toute l'humanité. Et c'est là que vous voyez la classe dirigeante irresponsable que nous avons, à l'échelle du monde comme à l'échelle du pays. À l'échelle du monde, que font-ils? Rien, piller. Vous savez quoi? Il y en a qui ont trouvé une bonne idée. Peut-être qu'en entendant mon discours, ils vont dire « Ah, c'est pas mal ce que dit Mélenchon, on va acheter des actions dans les sociétés de parapluies. » Ou d'autres diront « Si on vendait des bouées de sauvetage, ça serait pas mal. » Eh bien, ce que je vais vous dire, c'est presque aussi ridicule. L'élévation du niveau de la mer augmente la pression sur les fonds marins. Cela déclenche la remontée de la glace qui s'y trouve et qui contient, en quantité extrêmement importante, des gaz à effet de serre, du méthane. Les glaçons remontent, ils flottent, et ensuite ils fondent, et le méthane part faire de l'effet de serre. Eh bien, il y en a qui ont dit, il y a du méthane, on va le ramasser pour le vendre. Voilà ce qu'ils ont décidé. Et en Europe, qu'a-t-on décidé? De tout reporter à 2030. Le reste, cosmétique. Et on a inventé les droits à polluer, c'est-à-dire un trafic, un commerce qui engendre toutes sortes de spéculations, qui consiste à vendre le droit de polluer. Et si on pollue moins, on a donc des droits qu'on peut vendre à d'autres pour qu'ils polluent plus. Et ainsi de suite. Irresponsabilité des classes dirigeantes. C'est pourquoi le coup de balai dont nous avons parlé doit être ample, large, profond. Tous dehors. Chassez-les tous. Ils sont beaux à rien. Ils ont mené l'économie à la catastrophe, la planète au désastre. Et regardez-les. À peine leur donne-t-on quelque chose qui se le prennent pour eux, la cupidité sans fin, je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand vous vous tirez la langue parce que vos salaires diminuent, eux ont augmenté de 30% le leur. Vous savez, ceux qui vous disent sans arrêt, regardez, vous ne travaillez pas assez. Si, record d'Europe pour ce qui est du travail. Il faut travailler plus longtemps. Ah bon? Vous voulez qu'on ait la productivité de la Grèce? Eh bien, donnez-nous le rythme de vie qu'ils avaient. Tout était renversé. Et combien de fois nous a-t-on parlé de ces travailleurs allemands si sérieux, tandis que nous ne faisons rien? C'est bien connu, hein? Combien de fois a-t-on toujours comparé la France pour la traîner dans la boue, la montrer du doigt, toujours la France à la traîne, la France à la lanterne rouge, le dernier wagon, toujours des mots méprisants pour le pays. Pourquoi ils font ça? Pour vous briser les reins, pour que vous doutiez de vous, pour que vous disiez ben, on ne peut rien faire parce qu'on est déjà si mal. Non, ce n'est pas vrai. Mais eux, ils se gavent plus que les autres. Le patronat du CAC 40 s'est gavé plus que ceux d'Allemagne et d'Angleterre. Alors nous commençons à nous dire, nous autres Français, puisque vous trouvez toujours des ouvriers qui coûtent moins cher, nous allons commencer à essayer de trouver des patrons qui nous coûtent moins cher. C'est trop, c'est irresponsable. Pourquoi? Parce que cette masse d'argent qui est donnée à quelques-uns, qui en font des usages souvent tout à fait déraisonnables, comme de le placer dans des objets financiers tellement compliqués qu'eux-mêmes ne savent plus ce qu'il y a dedans. Cette masse considérable de richesse qui est le résultat du travail de tant de monde, elle devrait pouvoir être affectée aux investissements pour changer le modèle de production. Mes amis, pour faire la planification écologique, c'est-à-dire pour réorganiser la production et l'échange dans des conditions telles que la date de la dette écologique puisse retarder dans l'année progressivement jusqu'au moment où nous respecterons la capacité de la planète à se reconstituer, il faut des investissements considérables. Et il faut donc choisir où va l'argent. Ou bien dans la poche de quelques-uns,
ou bien dans le bien commun. Et chaque fois qu'on investira, ce sera du travail, de l'invention, de l'imagination. Et nous pourrons de cette façon-là concilier la relance de l'activité sans sombrer dans le productivisme. C'est-à-dire faire exactement le contraire de ce que fait François Hollande, qui donne 40 milliards à des gens qui n'en ont pas besoin, en leur disant produisez n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, du moment que c'est pas cher et que grâce à la publicité, vous aurez créé des besoins bidons. Parce que c'est ça le productivisme. Et nous, c'est le contraire. Nous nous adressons aux jeunes qui ont envie de mettre leur immense imagination au service du pays. Et à tous les autres, ingénieurs, techniciens, tous ces gens à qui nous pourrons dire si le peuple le décide, et notamment s'il décide de l'inscrire dans sa nouvelle Constitution, que la règle verte est dorénavant la règle des Français. La règle verte, c'est-à-dire on ne produit plus rien, on ne fait plus rien qui ne soit en même temps un acte par lequel nous permettons à la nature de reconstituer ce qu'on lui aura pris. Les techniciens de notre pays sont capables d'inventer les machines et les process de production qui permettent de tenir cet objectif. Ils ont relevé tous les défis techniques. Par conséquent, c'est à leur imagination que nous adressons. Et quand nous dénonçons le patronat cupide et incapable du CAC 40 qui a amené le pays dans l'état où il est, nous ne le confondons pas avec ces milliers de gens à qui on a dit, parce qu'ils étaient trop entrepreneurs, c'est-à-dire auto-esclaves, qu'ils seraient des patrons. Nous ne les confondons pas avec ces équipes d'artisans ou de petites entreprises. Nous savons très bien que ce n'est pas la même chose. Mais que, comme d'habitude, comme dans le monde paysan, les gros se cachent derrière les petits. Et c'est d'ailleurs souvent comme ça dans la vie. C'est pourquoi le discours que je suis en train de faire vous permet de voir comment, si nous changions la règle du jeu en changeant la Constitution, plus personne n'aurait ce droit magique de n'en faire qu'à sa tête pendant 5 ans, en méprisant tout le monde, y compris sa propre majorité. Deuxièmement, que si par hasard, celui ou celle que vous auriez désigné à telle ou telle fonction se croyait autorisé à faire ce qui lui passe par la tête, vous pourriez le sanctionner en faisant, comme c'est le cas au Venezuela et comme c'est le cas dans plusieurs pays d'Amérique latine, des référendums révocatoires. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre de savoir si François Hollande estime qu'il a été suffisamment démenti par les votes populaires, eh bien, vous en auriez l'initiative. Mais ça vaudrait aussi pour le maire, ça vaudrait aussi pour le député, ça vaudrait aussi pour les sénateurs, ça vaudrait pour tout le monde. Pour tout pouvoir qui vient du peuple, il faut concilier la stabilité des institutions, il faut qu'il y en ait, car la démocratie, c'est de l'organisation du débat, ça n'est pas l'Assemblée générale permanente. C'est une organisation qui doit déboucher sur la mise en œuvre des décisions. Mais en même temps, il faut que la capacité d'intervention révolutionnaire du peuple soit préservée à tout moment. Le référendum révocatoire, c'est dire que quand un tant de pourcents, je ne sais pas, 2%, 3%, 10%, des électeurs inscrits le demandent en marquant leur nom et leur numéro d'électeur, eh bien, un référendum révocatoire est convoqué et on décide si celui ou celle à qui la demande est adressée doit garder sa fonction ou pas. Voilà une idée parmi combien d'autres, mais qui montre qu'on peut parfaitement concilier d'une manière responsable et sérieuse l'initiative populaire et la stabilité des institutions. De la même manière, il faut dire dans l'entreprise pourquoi certains ont tous les droits et d'autres aucun. Pourquoi Alstom peut être dépecé et vendu. Alcatel, quasi mis dans la main de Goldman Sachs. Et combien d'autres entreprises qui mettent en cause l'indépendance technique de la France. Et même son indépendance militaire, quand on voit que ce gouvernement a vendu une part des actions de la société qui produit le char Leclerc. Vous pensez ce que vous voulez du char Leclerc, mais moi je préfère qu'on décide quand on en produit ou quand on n'en produit pas, plutôt que d'y mettre des actionnaires privés comme ça vient d'être décidé, notamment une famille de capitalistes allemands, il fallait y penser, qui elle va maintenant avoir intérêt à vendre des chars. Tandis que quand c'est la propriété de l'État, figurez-vous qu'on n'est plus mesuré dans leur usage. D'abord parce que ça coûte à tout le monde. Donc la défense nationale et ses instruments de fonctionnement doivent appartenir à la patrie et au peuple et à personne d'autre. On ne peut pas faire un commerce privé des armes et de la mort.
Pourquoi tout ça est-il possible sans que jamais le peuple n'ait son mot à dire? Êtes-vous d'accord pour qu'on vende le câble qui permet de faire les liaisons Internet, comme cela est en train de se faire, parce que Alcatel a déposé 27 000 brevets à Goldman Sachs en garantie d'un emprunt d'1,5 milliard que l'État aurait dû consentir à cette entreprise Alcatel, car elle vient d'entreprises qui avaient été nationalisées auparavant et qui sont donc le fruit du travail des Français, de leurs ingénieurs, de leurs chercheurs, de leurs travailleurs, qui n'appartiennent pas à cette petite caste qui fait de l'argent avec tout et finira par vider notre pays de toute sa capacité de production et d'invention. Voilà, mes amis, ce qui ne peut plus durer. Et voilà pourquoi, quand on change la règle du jeu, c'est-à-dire la Constitution, quand on élit une assemblée constituante, on décide de tout ça. Oui, il faut élire une assemblée constituante, avec des gens qui ne sont pas déjà élus dans une autre assemblée, et qui ne seront ensuite élus nulle part. Comme ça, font le travail et rentrent à la maison. Cincinnatus. Voilà. Alors, comment va-t-on s'y prendre? Il fallait, pour pouvoir mener cette tâche et y mettre toute l'énergie dont on a besoin, qu'on voit bien que ce n'est pas une affaire de parti. C'est-à-dire que ce n'est pas une occasion dont se saisirait le parti de gauche pour s'emparer d'un thème. Nous savons que nombreux sont ceux qui pensent comme nous qu'il faut une 6e République, parce que celle-ci est un bricolage inepte qui ne fonctionne pas. Et peut-être qu'il y a des débats pour savoir si elle doit être parlementaire ou présidentielle. Mais nous pensons une chose en commun, je crois, c'est le peuple qui doit décider. Je ne dis pas que toute l'activité politique doit se résumer à la bataille pour la Constituante, mais c'est une bataille révolutionnaire centrale. Quelle tâche révolutionnaire y a-t-il plus révolutionnaire que celle de changer de fond en comble les institutions et l'énoncé des droits du peuple? C'est pourquoi je pense que nombreux seront ceux qui voudront s'associer dans ce combat. C'est pourquoi j'ai dit, après en avoir longuement discuté avec les camarades, qui voyaient bien quel inconvénient il y a pour notre parti à changer notre dispositif. D'abord, c'est nouveau, donc on change. Et puis, deuxièmement, en tant qu'affaire, ils préféreraient que je sois le coprésident du parti, même si la réalité n'est pas tout à fait celle-là. Nous sommes un collectif, comme vous le savez, et ça se voit. Mais c'est mieux. Néanmoins, je ne serai pas, et nous ne serions pas, à la hauteur du moment politique si nous ne nous avancions pas. Il faut s'avancer. Et il faut fédérer le peuple. Donc pour ça, il faut mettre en débat, en mouvement le peuple lui-même. C'est-à-dire que je ne vous propose pas d'organiser des colloques sur la 6e République. Il y en aura. Mais nous allons faire plus. Nous allons faire plus grand si nous pouvons. Nous allons nous inspirer des méthodes de travail de nos camarades espagnols. C'est au peuple lui-même qu'on va demander de faire le travail. Pendant quelque temps, chacun mettra dans sa poche peut-être sa carte de parti à laquelle il est légitimement fier d'appartenir et se projettera dans un mouvement plus grand que nous tous, plus grand que chacun d'entre nous, dans un mouvement où il n'y aura pas de président, qui pourrait avoir un comité d'initiative et qui ensuite se propagerait dans tout le pays et où tous ceux qui le voudraient pourraient s'associer directement, personnellement, et s'impliquer directement et personnellement pour cette grande tâche. On me dit, ah, c'est une façon que vous avez trouvée pour parler de 2017. Oui, en effet, je le reconnais. En 2017, ce ne sera pas une élection, ce sera une insurrection. Et nous allons y travailler. Et comme nous avons vu que le cratère pouvait s'ouvrir du mauvais côté du volcan, nous allons travailler à ce que l'énergie passe du bon côté. Et après, le peuple français décidera. Et puis, oui, nous avons un candidat. La 6e République. Sur cette base, on peut s'entendre. Moi, j'avais déjà dit pendant la dernière campagne qu'on le ferait. Bon, je n'ai pas été élu. Ça n'a fallu pas beaucoup. Oui, ben, attendez les amis.
Vous êtes terrible, hein, parce que vous étiez déçus. Moi, j'en revenais pas qu'on fasse 4 millions de voix. Il y a des copains qui disaient « Ah, comment ça se fait ?» Bon. Mais au début, je me disais « Mais ils sont fous, qu'est-ce qui leur prend ?» Mais non, c'est eux qui ont raison. C'est comme ça qu'il faut voir la vie. Il faut aller de l'avant. Et je me dis, regardez, en 2002, vous vous souvenez, le jour de l'année de naissance du vote utile. Là, bon appétit hein, avec ce qu'il vous annonce. La dernière fois, c'était Chirac ou l'extrême droite. La prochaine fois, il paraît que ça va être ou l'extrême droite ou la quasi-extrême droite. Alors, ouf. Bon, M. Hollande pense qu'il va se faufiler là au milieu. Mais je reviens sur 2002. Mes amis, l'extrême droite a été présente au deuxième tour. Avec combien de voix, à votre avis? 4 800 000. Nous, on a déjà trouvé les 4 premiers millions. Il faut être capable de les fédérer de nouveau. Et combien d'autres en plus? Je vous parle avec le plus grand sérieux. Si nous n'agissons pas, si nous ne nous mettons pas en mouvement, vous ne pourrez pas dire « je ne sais pas, je ne savais pas ». Nous autres qui sommes ici dans cette salle, nous parlons aux dizaines de milliers de ceux qui sont en train de nous écouter. Et nous leur disons « nous marchons devant ». Nous ouvrons la voie, nous prenons toutes les peines, nous prenons toutes les charges, nous sommes dévoués. Nous vous épuiserons, comme disait Jaurès, par notre dévouement. Nous vous épuiserons par notre dévouement. Mais mettez-vous en mouvement, occupez-vous-en, saisissez-vous de cette situation, ou sinon, alors en France, roulera le pire, comme c'est en train de se dessiner en Europe. Mais cette situation n'a rien d'inéluctable. Nous pouvons la retourner. Les jours heureux sont à portée de main du fait de notre immense capacité à imaginer et inventer. Regardez, vous êtes à Grenoble. Il n'y a pas meilleur endroit pour parler de ça. À Grenoble, la Révolution a commencé 1 an avant la Révolution. En 1788, le peuple est monté sur les toits pour empêcher les gardes du roi de disperser les élus du Parlement, qui avaient auparavant fait fusionner les ordres. Tout ça aura lieu 1 an après. Et les députés qui étaient là, comme d'aucuns que je connais et que je ne veux pas nommer, quand le roi leur a dit « bon, tout ça, ça suffit, maintenant tout le monde rentre à la maison », bon, ils ne s'en sentaient pas trop d'aller affronter la troupe. C'est le peuple qui, en montant sur les toits, jette des tuiles sur la troupe et aussi fait un signe aux députés pour leur dire « vous avez intérêt à continuer à faire ce pourquoi vous êtes là et pas vous sauver ». Je ne vous invite pas à monter sur les toits pour jeter des tuiles, mais c'est un exemple à méditer. Au demeurant, c'est ici qu'il y a eu la capitale de la résistance armée des Français contre les Allemands et les nazis. 4000 hommes et femmes sur le plateau voisin. Toute l'armée allemande s'était concentrée pour exterminer les nôtres. Et la bataille a été rude entre des gens, pour une bonne part, quasi désarmés, en face d'une armée suréquipée. Les nazis prirent en otage la population qui était rendue responsable et pilonnèrent les villages, massacrant la population, comme le font chaque fois les très puissants qui se sentent les mains libres. Mais la résistance inébranlable a tenu le choc. Et Grenoble s'est libérée par elle-même. Ce sont les résistants, francs-tireurs et partisans qui ont libéré Grenoble. C'est vrai qu'ils ont eu l'appui du premier régime bataillon de choc de parachutistes qui avait été créé, où, s'il vous plaît? En Afrique du Nord, et qui est parti de Staweli, village à côté d'Alger, où était ma famille. Grenoble est resté fidèle tranquillement à cette tradition. Et dans les années 60, c'est ici qu'on a commencé à inventer une autre façon de vivre en ville, une autre manière de répartir, une autre manière de faire vivre le lien de la population au pouvoir local.
Dois-je prolonger le trait? Oui. C'est ici, à Grenoble, qu'une nouvelle page de la gauche a été ouverte. Une gauche, en tout cas un mouvement citoyen, puissant, s'est levé. Regardez les détails. Au premier tour, on n'était pas si bien placés dans les quartiers populaires. Et puis, nos amis font leurs beaux résultats. Et à ce moment, mes amis, mes camarades, voilà le moment de bonheur. Soudain, de partout, ceux qui ne s'intéressaient plus à rien, dont on disait « ils ne comprennent rien, rien ne les intéresse ». Ce n'est pas vrai. Aussitôt, ils se sont dit « on a vu la faille, on passe ». Ils venaient par centaines au local demander tout, n'importe quoi, un autocollant, un tract, un foulard, quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire demandait-il à nos camarades. Et nos amis ne savaient que dire. Eh bien, nous distribuons des tracts, nous faisons du porte-à-porte. Du porte-à-porte, on en fait, hein. Et ça ne paye pas toujours. Et là, soudain, le feu a pris de tous côtés. Des milliers de braves gens ont montré en quelques heures qu'ils avaient tout compris, tout suivi, tout entendu, et qu'ils voulaient en être. Voici la glorieuse révolution citoyenne à laquelle j'espère que les Français vont se décider. Françaises et Français, ils n'ont pas d'autre issue que celle-là, sinon une souffrance interminable et une souffrance sans objet. Car la dette en Europe ne sera pas remboursée. Jamais. Je vous le dis pour la raison suivante. Elle est irremboursable. Parce qu'il y faudrait plusieurs générations, elle ne sera pas remboursée. Les gens souffrent pour rien. Leur énergie serait bien plus utilement appliquée à produire autrement, autre chose. Bref, à Grenoble, alors que tous les états-majors s'étaient conjurés contre l'araignée rouge, parce que vous savez qu'ils sont toujours très élégants dans les rapports avec les personnes. Alors, moi, vous connaissez le sort auquel je suis soumis, les adjectifs auxquels j'ai droit, mais alors les femmes, c'est 2 fois pire. Hein. Alors elle, Élisa Martin, c'était l'araignée rouge. Et puis, Piolle, c'était une sorte de bolchevique déguisé en vert, à moins que ce ne soit un agent des paradis fiscaux. Et naviguant d'une calomnie à l'autre, d'une caricature à l'autre, à quoi sont-ils arrivés les uns et les autres? À rien. J'ai noté que ceux qui nous faisaient des leçons de regroupement pour les seconds tours ne se sont pas regroupés. Eh bien, nous nous sommes passés d'eux. Et vous avez vu que nous l'avons emporté de cette façon. Non pas en rassemblant la gauche, ce qui eût été totalement piteux, mais en fédérant le peuple. Grenoble a apporté la démonstration concrète de ce que ça veut dire. Des équipes de citoyens politisés qui se mettent au service du pays et de leurs semblables pour prendre le pouvoir ensemble. C'est cette tâche que je vous propose. Nous ne sommes pas résignés. Nous ne coulerons pas avec François Hollande. La France républicaine et l'idéal républicain et progressiste ne sera pas enterré avec François Hollande et sa bande de copains de promotion, ni avec les occupants lamentables de la rue de Solferino, ni avec aucun de ceux qui nous injurient, au lieu d'essayer de répondre et de penser aux signaux d'alarme que nous leur envoyons. Aussi bien, comme nos camarades de Podemos, nous faisons nôtre une formule qui, dorénavant, est notre ligne stratégique. Nous avons bien compris le message des élections européennes et des élections municipales. Le message qui vient du peuple, qui en a par-dessus la tête du système, de la caste, de l'oligarchie. Et ce peuple nous a dit « Le système n'a pas peur de la gauche parce que la gauche lui mange dans la main. Le système a peur du peuple. Et c'est pourquoi nous décidons de mettre le peuple en mouvement. » Ça va, hein ?